Bonjour à tous. Donc là, effectivement, je vais vous présenter alors quelque chose qui ne va pas paraître aussi scientifique que les présentations que vous avez pu avoir précédemment, mais qui va vous permettre d'avoir un aperçu de l'approche que nous avons au niveau de la région des Pays de la Loire sur la restauration des annexes fluviales. Avant de rentrer dans cette présentation de pourquoi cette analyse multifonctionnelle et puis comment cela guide au mieux nos projets, je vais vous faire une petite balade et une présentation du contexte que nous avons sur la Loire au niveau de la région des Pays de la Loire, donc la Loire estvarienne que nous disons amont, mais Basse-Loire pour certains. Donc, en fait, je vais vous parler d'un territoire qui se situe entre Montsoureau, donc la région de Saumur, et puis Nantes. C'est 140 km de fleuve. Et sur ce fleuve, eh bien, nous avons la particularité d'avoir à la fois sur l'amont un fonctionnement bien fluvial et puis sur l'aval une influence de la marée, donc un biais fluvio-maritime, ce qui influence pas mal les équilibres et puis les différents projets. Dans le contexte de notre secteur de Loire, eh bien, on a eu cette grande modification avec les aménagements du 19e et du 20e siècle. Donc, en fait, on peut schématiser, on avait une Loire avant ces grands projets avec un bras principal et des bras secondaires. Des connexions qui étaient somme toute équilibrées et qui bénéficiaient à un bon nombre d'espèces. Et puis, les aménagements, eh bien, ça a été différents types d'aménagements. Sur notre secteur amont, en fait, on a beaucoup d'impacts liés au levé, donc des levées qui ont été mises en place pour les crues, protection des crues. Donc là, entre les Poncés et Saumur, on a un secteur où la Loire, elle est encadrée par des levées en rive droite et rive gauche, donc forcément des effets sur les annexes et sur les liens avec ces annexes. Et puis sur l'aval, eh bien, on a les projets, les aménagements qui étaient liés à la navigation, donc un objectif de navigation avec des épis qui ont été mis en place en transversale pour chenaliser. Et effectivement, ça a pas mal fonctionné puisque nous avons un chenal qui s'est approfondi et qui maintenant est beaucoup moins connecté au bras secondaire et donc on a des déséquilibres par rapport à cela. Donc, sur notre secteur, on est face à un déséquilibre à la fois longitudinal avec l'abaissement de la ligne d'eau d'étiage qui est de 1 mètre sur la partie amont jusqu'au pont de C et puis jusqu'à 4 mètres à Nantes. Pourquoi on parle de la ligne d'eau d'étiage? Parce que c'est ce qui marque les esprits, mais la situation, elle est bien sûr sur toute l'année de problèmes de continuité et de déséquilibre latéral, enfin déséquilibres latéraux, entre le lit principal, le chenal principal et ses annexes. Ces annexes, ces bras secondaires, les bras secondaires actifs, mais aussi des bras plus anciens que localement nous appelons les boires, et sans oublier les liens avec les autres zones humides annexes, les îles et les marais, donc tout l'ensemble lié au fleuve. Donc nous avons des annexes qui sont de moins en moins diversifiées, qui perdent leur richesse au niveau milieu aquatique et puis milieu humide. Ce sont les milieux qui sont les plus impactés. Et puis, ça a des impacts sur les fonctionnalités. Petite balade photographique, donc là c'est par exemple le secteur de l'amont où on voit cette Loire avec ses bancs de sable, ses grèves. Et puis sur l'aval, donc la zone où il y a les aménagements pour la navigation, donc on voit clairement les ouvrages transversaux qui barrent les bras secondaires et qui donc sont au bénéfice d'un chenal unique, le chenal principal. Une illustration, là, on a les 3 niveaux, en fait, si on se focalise sur la situation des bras. Vous avez en vue au fond le chenal principal de la Loire. Vous avez ensuite un bras secondaire et puis d'autres bras secondaires, mais plus anciens que nous appelons boires, où on le voit, on a quand même un modelage qui est plutôt d'origine anthropique, puisque ce sont des milieux qui sont largement occupés et qui ont été utilisés par l'homme.
C'est un secteur magnifique avec bon nombre d'espèces. Là, vous avez une illustration sur notre plus beau bras de Loire, le Louette, qui est sur la région angevine. Des diversités de milieux avec différents étages. On va du boisement alluvial aux zones de mégaforbiaie, aux berges vaseuses et puis milieux aquatiques. Des habitats qui permettent d'abriter différentes espèces. Donc là, une illustration sur les huttes de castor et aussi les berges érodées pour l'hirondelle des rivages. Voilà une autre illustration des milieux plus éloignés de la Loire, donc sur nos annexes que nous appelons boires, donc des zones qui sont là des zones refuges où les populations en fait sont aussi différentes. Donc tout ça forme un équilibre et puis je suis pas guide touristique, donc je vais aussi rentrer dans des illustrations un peu moins sympathiques sur le sujet des continuités et des modifications. Donc là, on est vraiment sur des impacts d'origine anthropique, avec parfois des connexions d'annexes qui ont été murées. Donc là, c'est carrément des parpaings et puis du remblai qui a bouché les connexions amont d'annexes. Des buses. Là, ce sont les portes anti-retour par rapport à la présence de levées contre les inondations. Et puis, on a des annexes qui ont parfois été busées, aménagées, une fois qu'elles sont coupées par notamment la voie SNCF, qui est au nord de la Loire. Eh bien, on a des impacts sur les milieux. Sur la question des continuités, on est sur notre secteur, donc pas sur un enjeu sur le chenal principal, même de la Loire, mais en revanche, on a une multitude d'ouvrages présents sur les annexes, donc au niveau latéral, notamment pour des accès aux îles. Donc, on peut dire que chaque bras a son accès à son ouvrage transversal, voire plusieurs. Et parfois des ouvrages qui ont pu être mis en place, donc là sur des milieux un petit peu plus éloignés de la Loire, pour avoir des effets retenue d'eau et donc créer des plans d'eau. Donc là, c'était notamment à des fins touristiques pour maintenir les niveaux d'eau d'été. On est aussi face à des impacts, donc là, une illustration sur notre secteur, c'est considéré comme la masse d'eau Loire, donc il y a aussi un gros enjeu au niveau des prélèvements, tout comme les rejets d'ailleurs. C'est-à-dire prélever dans le chenal principal de la Loire, c'est complètement différent que de prélever dans un bras secondaire. Et donc là, c'est une illustration. Et pour rebondir sur les questions de retenue et d'effet, effectivement, on espère que tout ce qui sera autorisé à l'avenir en substitution, notamment sur ces secteurs-là, c'est beaucoup des forages. Eh bien, on espère que ça permettra en contrepartie d'abandonner des droits de pompage dans des milieux qui ont du mal à permettre en fait des équilibres écologiques en lien avec cet usage. Bon, c'est aussi des extractions de sable, des tentatives de terrassement. Donc, les locaux, la Loire est très, très utilisée et bon, chacun y va de son essai. Et puis, les dépôts sauvages. Et donc, en fait, par rapport à tout ça, tout le petit voyage que vous avez fait sur notre secteur, eh bien, il y a eu la volonté, donc c'est né dans les années, enfin, ça fait déjà 15-20 ans qu'une réflexion est menée sur une stratégie sur le rééquilibrage de la Loire. Et le contrat pour la Loire et ses annexes, qui rassemble un certain nombre de signataires, dont l'État, l'Agence de l'eau, la région, Voies navigables de France, le Conservatoire, le GIP Loire-Estuaire, et puis des maîtres d'ouvrage locaux. Eh bien, dans ce contrat pour la Loire et ses annexes, il y a des objectifs qui sont fixés, de favoriser le rééquilibrage morphologique du lit mineur de la Loire, du chenal principal. Donc là, c'est pour pallier aux déséquilibres longitudinaux et latéraux. Sur ce volet, le gros programme est mené par Voies navigables de France. Pour ceux qui sont au fait, ou autrement, vous pourrez avoir d'autres informations et je pourrais vous compléter, mais ce sont des phases de démontage, de remodelage des épis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis l'aménagement d'une zone de transition juste à l'amont de Nantes. Et puis, c'est bien sûr de favoriser le bon fonctionnement écologique des milieux qui sont associés à la Loire, au niveau des fonctionnalités, des mosaïques d'habitat et de la diversité d'espèces.
Donc, pour revenir aux annexes fluviales, eh bien, ces objectifs, ils vont être différents en fonction de chaque type d'annexe, hein, différents entre un bras secondaire qui est encore actif avec une dynamique fluviale hydrosédimentaire importante ou un potentiel important par rapport aux autres annexes qui sont des milieux plus préservés et qui ont d'autres dynamiques qui sont plus écologiques. Donc, l'objectif va être de favoriser l'expression d'une dynamique fluviale plus naturelle, de libérer les bras des contraintes, notamment des ouvrages transversaux. Ça va être aussi de conforter les fonctionnalités écologiques présentes et puis de favoriser les mosaïques d'habitat et la grande diversité des espèces, donc à la fois de la conservation et de la restauration. Donc, on pourrait se dire, une fois qu'on a dit tout cela, comment est-ce qu'on peut faire ? Là, une illustration quand même pour resituer, on a des milieux qui sont très riches, hein, qui sont reconnus aussi, préservés. On est sur des sites Natura 2000 et puis beaucoup de sites classés au titre des paysages. Le cadre réglementaire est vraiment important au niveau de la Loire. C'est le reflet de cette richesse. Au niveau des annexes, on a 122 espèces patrimoniales au niveau de la flore, des habitats d'intérêt communautaire. On a aussi une faune patrimoniale importante sur différents groupes. Et puis les fonctionnalités, eh bien, c'est à la fois les zones refuges, les axes migratoires, les zones de reproduction, de nourrissage, et puis des rôles d'écrêtement de crues et de qualité des eaux. Donc, une fois qu'on a dressé ces objectifs et puis où on se dit, voilà, on est sur la Loire, comment est-ce qu'on peut lancer des opérations ? Quels enjeux, quelles espèces, quel habitat, quelle fonctionnalité privilégiée ? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, la réponse, elle est aucune ou alors toutes. Je peux témoigner en fait d'une évolution en fait dans ce sens depuis quelques années. Si des premiers projets avaient pu être mis en place, ils visaient souvent un groupe d'espèces. Aujourd'hui, on est sur des projets beaucoup plus multithématiques et multi objectifs du fait de la richesse qui est bien reconnue et qui est bien actée là-dessus. Donc, on se base sur l'existant, le potentiel, et puis on essaye de gérer les dysfonctionnements constatés. Donc, c'est une démarche qui est pluridisciplinaire du fait de la multiplicité des milieux et des fonctionnalités. Et puis, c'est une démarche qui vise à atténuer les dysfonctionnements. Donc, aujourd'hui, on est principalement sur des fonctionnements d'origine anthropique, notamment les ouvrages et les usages. Et ça visera à améliorer la résilience des milieux pour préparer l'avenir. C'est aussi une démarche qui est choisie d'animer un groupe d'acteurs d'intérêts variés, puisque bon nombre de personnes sont motivées par la Loire, mais pas forcément avec les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est aussi tout l'enjeu de les réunir. Et donc, par rapport à cela, depuis 2015 maintenant, et puis ça s'étoffe au fur et à mesure, eh bien, on a mis en place une grande phase de diagnostics globaux qui sont menés en parallèle de chaque projet, qui sont menés sur 1 à 3 ans avant la date fixée de travaux et qui commencent qui suivent différentes étapes. Et qui commence d'abord par une synthèse des données existantes, puisque nous en avons quand même pas mal, et puis qui procède à un certain nombre d'inventaires de terrain, avec plusieurs passages qui sont souvent menés sur plusieurs années. Et donc, ça nous permet d'avoir sur l'ensemble de chaque projet d'annexe et ces zones humides riveraines une vision vraiment globale et d'aller jusqu'à des choses très, très fines, d'imaginer aussi quels sont les milieux qui pourront accueillir les accès chantiers ou autres. Et sur cette multithématique, en fait, on est sur des diagnostics qui sont à la fois sur la flore et les habitats naturels, sur les poissons, les espèces exotiques envahissantes, les mammifères semi-aquatiques, avec la présence notamment du castor et de la loutre. On est sur un regard par rapport aux amphibiens, aux odonates et aux oiseaux. Là, beaucoup sur des données bibliographiques ou alors si l'enjeu se révèle et on constate qu'il y a nécessité d'affiner les données, on en reproduit.
Et puis, on met ça en lien avec une analyse des éléments physiques, hein, donc l'hydromorphologie, des questions de continuité, de connexion, de mise en eau, de période de mise en eau, de lien à la nappe. Donc, tout ça va avoir une influence et a une part dans la situation actuelle et puis la situation future imaginée pour ces sites. Et le gros point toujours sur l'analyse des usages, puisque sans cela, eh bien, on aurait souci à aboutir dans le cadre des projets. Donc, de cette démarche globale, en fait, on a une force de connaissance, puisqu'en fait, comment préserver quand on ne connaît pas les milieux, c'est pas simple. Comment demander à un acteur qui est motivé par uniquement un enjeu, de s'ouvrir aux autres enjeux quand on n'a pas de connaissances à lui partager. Donc, ça, c'est un point clé. Et donc, on arrive à une synthèse des enjeux et des propositions avec des objectifs et des actions de restauration qui sont assez précises et très localisées. Un petit exemple, par exemple, la Boire de Mauve. Donc, Boire de Mauve aval, c'est une annexe donc, qui est séparée. Là, on voit la ligne SNCF. Donc, vous avez une partie à l'amont hein, qui est aussi et qui sera peut-être à l'avenir hein, prise en compte. Mais là, on s'est occupé de la partie aval de cette boire. C'est un projet qui a été porté par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Et donc, au niveau du diagnostic qui a été réalisé, eh bien, il y a eu le constat de la présence d'habitats, soit d'habitats dégradés, soit d'habitats potentiels au niveau des habitats naturels. Donc, c'est notamment des zones de mégaphorbiaie qui étaient présentes ou en début d'expression, de boisements alluviaux. Et puis, bien sûr, ce site avait un potentiel fonctionnalité frayère à brochet important. Donc, ça a été pris en compte dans la définition du projet, avec le constat aussi de la présence du castor. Donc, présence du castor, uniquement un barrage qui avait été réalisé. On avait eu sur ce site, juste avant notre passage, une crue de printemps qui avait amené un castor à remonter dans cette boire. Et ce castor avait tenté de faire un barrage pour maintenir le niveau d'eau, mais il n'était pas du tout fonctionnel. Donc, le castor était bien sûr reparti sur des milieux plus favorables. Et donc, en fait, de tous ces éléments, eh bien, il y a eu des interventions qui sont, ma foi, assez ponctuelles hein, de gestion de végétation, avec le maintien des objectifs de maintien de la mégaphorbiaie, qui servait aussi de site pour les frayères à brochet. Il y a eu tout de même l'ouverture des merlons qui déconnectaient et qui gênaient la continuité et le retour des brochetons à la Loire. Donc ça a été géré. Et une gestion par rapport à une ancienne peupleraie, donc des peupliers qui ont été supprimés. Donc, on a là un projet qui a visé différents objectifs, hein, à la fois au niveau habitat floristique, au niveau piscicole, et puis tout en veillant au niveau de la présence du castor, la capacité d'accueil de ce site ou pas. Bon, là, effectivement, la réponse a été que ce site n'était pas en capacité actuellement d'accueillir de façon pérenne le castor. Et il y avait aussi des traces de loutre, mais la loutre, on est sur un axe de passage et elle préfère rester sur la zone plus en eau de l'amont. Dans le cadre de ces diagnostics, voilà juste une illustration en fait, de type de carte que nous produisons en lien aussi avec les animateurs Natura 2000, hein, puisque au niveau, on est aussi sur la valorisation des données de tous nos partenaires. Donc là, c'est une illustration d'un site. Au niveau de l'analyse hydromorphologique, voilà, c'est de conforter des dysfonctionnements. Donc là, c'est une annexe qui a une élévation sur sa partie amont de plus d'1 mètre par rapport à sa connexion amont, et puis l'aval qui est encore 1 mètre en dessous. Donc, alors que nous sommes sur des annexes normalement qui n'ont que de faibles pentes. Donc là, c'est des illustrations qui permettent de montrer qu'il y a un réel dysfonctionnement, même au niveau de pont. C'est des analyses aussi de l'historique et effectivement, là, tout ça, ça nous amène à des sujets de ce type. Hein. La présence, là, on a
pour un franchissement à Lille, un ouvrage busé, 13 buses qui ont été mis en place. Et donc, c'est l'explication des constats réalisés aujourd'hui. Donc, voilà comment on procède. Et si on fait un petit point des bilans que nous avons de nos premiers projets menés dans ce cadre de méthode, en fait, là, je vous reprends le bilan du dernier contrat qui s'est mené sur 2015-2020. On a eu 22 annexes fluviales qui ont bénéficié d'actions de restauration. Donc, vous verrez, volontairement, je ne dis pas des annexes restaurées, parce que quand on précise restaurées, on imagine que c'est fini et qu'on n'a plus aucune intervention à mener. Non, ce sont des actions qui sont souvent très ponctuelles, donc qui pourront nécessiter peut-être un complément. On est sur des interventions et on laisse la Loire en fait reprendre sa place, les milieux évoluer, et on verra dans la continuité comment ça se produira. Et donc, au niveau de ces actions qui ont été menées, eh bien, il y a des actions qui ont visé des améliorations de connexion, des rétablissements de continuité et la conservation d'habitats et d'espèces, avec notamment la gestion d'espèces exotiques envahissantes, donc là, principalement les jussies et le robinier, et les reniers, et les renouées asiatiques. Sur les reconnexions, on est sur seulement 6 projets sur 22, parce que sur d'autres projets, l'équilibre actuel des annexes ne nécessitait pas d'intervention sur les connexions. Et là, on voit que lorsqu'on reconnecte, le résultat il est immédiat en termes de gains. On a des annexes qui se retrouvent mieux connectées à la Loire sur des périodes de 15 jours à 1 mois selon les années et selon les sites. Sur les actions qui visaient des continuités hydroécologiques et piscicoles, eh bien là, on a des continuités hydrauliques qui sont immédiatement observées, sauf dans certaines annexes qui sont impactées à différents niveaux et sur beaucoup de points de son cours. Il faut attendre que la Loire remobilise notamment les sédiments et puis reprenne un équilibre au niveau du chenal de ses bras. Donc, nous patientons. C'est la remobilisation de sédiments qui reste à évaluer donc sur le long terme, sur certains projets. Et puis, c'est une continuité piscicole qui est liée à l'eau, mais aussi aux habitats présents. Donc là, c'est des constats que nous faisons avec la Fédération de pêche qui est toujours à nos côtés pour suivre les sites post-travaux et où on essaye d'affiner, d'analyser quelles réponses on a au niveau piscicole et à quoi ça peut être lié et comment on peut améliorer les choses encore. Pour la conservation d'habitat, eh bien là, on est sur 4 projets qui ont été évalués, mais 25 actions ont été suivies. Donc là, on a clairement, pour les premiers sites évalués, un constat de diversification des habitats avec beaucoup plus d'espèces dans cet habitat, donc qui sont en faveur de sa détermination. Et on est plus en faveur des habitats de type mégaphorbiaie, milieu pionnier et habitat aquatique. C'était notamment un des objectifs quand même, puisque nous sommes sur des annexes fluviales. Nous avons constaté aussi au niveau des populations d'espèces exotiques envahissantes une petite régression de leur présence. Donc là, ça nous amène, quand les habitats naturels sont en bon état de conservation, eh bien, ils sont plus à même de se défendre ou de cohabiter avec les espèces exotiques envahissantes. Et puis, un retour du cirque triquetre, une espèce protégée de flore protégée sur l'aval de la Loire, qui a reconquis le bras du Boireau à Saint-Sébastien, qui a été restauré en 2019. Donc, des réponses assez rapides. Valérie, je suis désolée, on va bientôt dépasser un petit peu le temps. Est-ce que tu peux avancer pour qu'on puisse avoir des questions sur ta présentation et celle de Marilyn? Très bien. Merci. Je vais juste prendre cette diapositive et ensuite la conclusion. Merci. Donc, au niveau piscicole, parce que quand même, il faut que je vous fasse ce point-là, sur les suivis post-travaux, eh bien, on a
le constat de reconquête d'habitat pour le flêt, notamment sur le Boireau et sur d'autres bras, et puis des fonctionnalités frayères-brochet qui sont confirmées. C'est-à-dire qu'on avait on avait des constats de reproduction ou d'alevins, enfin de brochetons sur certains sites, mais on ne voyait pas si le cycle se faisait bien correctement. Et donc là, c'est confirmé. Et puis, on a d'autres groupes. Je passe sur les espèces exotiques envahissantes, mais tout ça pour vous dire qu'au niveau de ce diagnostic global, ça présente beaucoup d'atouts. Déjà parce qu'on vit les sites sur plusieurs années. On est sur des multi-thématiques, donc multi-partenaires. Donc, ça permet aussi de réunir les naturalistes qui ne sont pas forcément habitués à parler d'autres groupes que le leur. Que ça se fait en lien avec la concertation locale. Donc, ça aide les gens à sortir du gros thème de « il faut nettoyer les sites » parce que c'est encore un constat à faire. Hein. Les gens sont motivés par l'ouverture des milieux, le nettoyage de ces milieux-là. L'amélioration des connaissances, ça nous aide à mieux définir les projets et puis à atteindre des sites qui seront mieux préparés pour les évolutions à venir, notamment le réchauffement climatique. Et puis, on est sur des aides aussi au tout principe de réglementaire, hein, d'évitement, puisque c'est la règle que nous nous sommes donnée, et sur l'accompagnement de cela. Et ces diagnostics, eh bien, ils sont forts aussi d'un gros programme d'évaluation. Je ne vais pas m'étaler, mais donc on est sur la Loire, sur ce secteur, avec un certain nombre d'indicateurs qui vont être poursuivis pour les années à venir et pour pas mal de temps. Et voilà, je m'arrête là. Merci.